Et sur le plan extérieur, en dehors de la CENI, c'était aussi tout ce qu'il y a eu comme bruit autour de ma désignation. Bien que toutes les sélections de président de la CENI aient toujours entraîné de controverses, notre cas avait comme différence que c'était fait publiquement et pendant très longtemps. Donc pendant 2 ans, il y a eu plusieurs épisodes et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et moi je ne pouvais pas toujours répondre parce que vous savez, vous répondez, vous polarisez la société. Vous ne répondez pas, certains avis deviennent comme des réalités. Donc il fallait gérer tout cela et puis finalement je me suis dit, écoutez, moi j'ai fait mon travail, je serai accepté sur base des résultats que je vais produire, non pas sur base de la façon dont je vais me défendre. Pourquoi vous avez attiré autant de curiosité, autant de passion? On avait l'impression que Kadima c'était le centre du Congo. Probablement parce que j'étais ce qu'on appelle un outsider, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas attendu. Les gens se disaient que c'est certainement parmi les personnes de la société civile connues localement, nationalement. Mais moi, j'ai plus travaillé à l'extérieur, bien qu'avec beaucoup de programmes au Congo. Donc, j'étais un peu... c'était curieux d'avoir quelqu'un qui avait mon profil qui était assez atypique. Alors, Kadima, il est quoi? Technicien, spécialiste ou haut fonctionnaire international? Je fais tout ça. Je suis un technicien, je suis ce qu'on peut appeler expert en système électoral et en système de partis. Et évidemment, j'ai aussi, dans mon background, j'ai été aussi à la banque. Donc, à la banque? À la banque, oui. Okay. J'ai commencé, ma première carrière, c'était à la banque. Et là, j'étais à la banque commerciale zaïroise. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, c'est Equity. Et surtout les résultats. Parce que vous voyez, parfois dans le monde de la société civile, les gens sont plus enclins à suivre le processus, il faut impliquer tel et tout ça. Mais dans le monde des affaires, l'objectif, c'est les résultats. Donc, ayant fait les deux, je comprends la nécessité d'impliquer tout le monde, mais je reste toujours focalisé sur l'objectif. Ça, c'est ce que j'ai appris de la banque parce que, écoutez, on commençait le travail à 7h30 et on était supposé terminer à 15h. Mais on terminait toujours à 18h, à 19h. Donc il y avait vraiment de la rigueur dans le travail. Avant qu'on parle du processus électoral, je mets quand même, on verra dans votre portrait tout à l'heure, parler de l'homme Kadima. Oui. S'il peut se définir en quelques lignes, c'est quel type d'homme? Ça, c'est vraiment à vous de le dire. Hein. En ce qui me concerne, je ne peux que me présenter à travers mon itinéraire. Je veux dire que je suis un politologue. J'ai étudié... à la Kassapa, donc l'université de Lubumbashi, mais j'ai aussi été à VET, université en Afrique du Sud, donc sciences politiques, j'ai fait aussi un peu d'administration des affaires, toujours en Afrique du Sud. Bon, sur le plan familial, je suis un homme marié avec 2 enfants, un garçon et une fille. Seulement? Oui, vous en avez seulement 2. Vous en avez plus? Oui, oui. Ok. Moi, je suis un bantou. Ok. Non, j'ai 2 enfants, mais j'ai 2 petits-enfants aussi. Voilà ce que je peux dire. Et voilà. Alors, on sait toujours que les Congolais bien formés, comme vous, hein, d'une certaine classe, ont toujours des appréhensions sur ce que pensent les quotidiens, enfin les Congolais moyens. Vous, de l'extérieur, vous avez quelle image de votre pays? De mon pays? Oui. Bon, écoutez, quand on est à l'extérieur du pays, on a une image un peu romantique du pays. C'est-à-dire, nostalgique ou romantique? Les deux. Nostalgique, pas tellement parce que je venais souvent. J'avais des bureaux ici. Hein. Pendant plus de 10 ans, j'avais toujours un bureau en permanence ici, de l'institution pour laquelle j'ai travaillé. Donc, c'était pas tellement la nostalgie parce que je venais. Mais on voyait les autres pays avancer sur le plan de la démocratie pendant que nous, on faisait des guerres qui n'en finissaient pas. Et ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Alors, l'idée, c'était, pendant que moi, j'étais à l'étranger, j'allais dans plusieurs pays, j'aidais les pays. Sincèrement, on a fait du bon travail ailleurs. Alors, parfois, on me disait, par exemple, au Malawi ou bien à Madagascar, on me disait, mais vous faites tout ça pour nous, mais quand est-ce que vous irez le faire chez vous? Ah oui. Et j'arrive chez moi, c'est le rejet. Vous voyez, c'est le rejet pour des raisons qui ne dépendent pas de moi.
Vous comprenez ce que je veux dire. On n'a pas choisi d'où on vient, mais vous sentez qu'il y a... On vous rejette, on ne veut même pas regarder votre CV. Voilà. Mais est-ce que ça vous a affecté, ça? Ça ne peut que vous affecter, c'est votre pays. C'est votre dernier retranchement. Si dans votre pays... Est-ce que vous vous êtes senti rejeté, repoussé par ceux qui devaient vous accueillir parce que vous avez une certaine expertise et que vous avez donné ça ailleurs et que c'était le tour de votre pays d'en bénéficier? Je ne pouvais que être affecté parce que, effectivement, ailleurs, c'est des chefs d'État qui me faisaient venir. C'est les organisations de la société civile. Parce que moi, j'ai travaillé dans ma carrière à tous les niveaux, c'est-à-dire pas seulement avec les chefs d'État, mais aussi avec les gens au plus bas niveau de la société, parce que la démocratie, c'est tout le monde. Et on était acceptés. Et vous revenez chez vous, on ne vous donne même pas l'occasion. Je rencontre les gens, parce que vous savez, quand on veut ce poste, on doit convaincre les gens. Oui. Vous leur parlez de vous, mais vous sentez qu'ils sont distraits. Distraits. Ça ne les intéresse pas. C'était ça. Ça a changé, ça, depuis? Ça a changé peut-être parce que je suis là, ils n'ont pas de choix, ils doivent composer avec moi. Mais j'espère qu'ils vont... Vous êtes le patron aujourd'hui de cette structure qui va déterminer la stabilité du pays. Quatrième processus du cycle électoral dans notre pays. Et les passions qui tournent autour des Kadima. Vous comprenez que les Congolais attendent beaucoup de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Absolument. Absolument. Et moi aussi, j'attends beaucoup des Congolais. Parce que le travail que nous faisons, j'ai l'impression qu'il y en a qui nous perçoivent comme une sorte de parti politique. C'est-à-dire, quand le président de la CENI ou l'un de ses collaborateurs dit quelque chose, d'autres sont là pour dire exactement le contraire. Pour décourager les autres. Pour discréditer le processus. Pour commencer déjà à préparer la contestation future. Vraiment, c'est ce qui se passe. Et on est très souvent dans... Et ça, je ne trouve qu'ici, chez nous, où la commission électorale n'est pas traitée comme cette structure-là qui facilite le processus et les autres doivent venir l'accompagner. Mais il y en a qui ont choisi de jouer le rôle d'une sorte de contre-pouvoir, comme si la CENI était... Comme s'ils visaient plus la CENI qu'ils visaient leur adversaire politique. Bizarre. Denis Kadima, il y a aujourd'hui ce processus que vous avez enclenché. Vous avez publié un calendrier. Vous avez commencé les enrôlements. Il y a beaucoup de problématiques. Alors aujourd'hui, on aimerait que le peuple vous écoute et que vous rassurez sur ces processus enclenchés. De votre point de vue, est-ce qu'en décembre 2023, on va terminer ces électoraux? Vous savez, si vous regardez le calendrier, en fait, le calendrier électoral a été précédé par la feuille de route. Si vous commencez par la feuille de route et maintenant vous regardez, vous jetez un coup d'œil au calendrier électoral, vous allez voir que toutes les étapes prévues sont respectées. Toutes les étapes. Nous sommes vraiment en conformité avec... On est dans les cordes. Oui. Maintenant... Ça signifie, si nous continuons tel que nous allons, en dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté sur le plan sécuritaire, sur le plan logistique, sur le plan du financement, malgré tout cela, nous sommes en train d'aller vers notre objectif et nous espérons... Vous êtes un grand spécialiste, Denis Kadima. Les élections, c'est le calendrier, la logistique, les financements et les hommes. Où est-ce que vous êtes à point de tout ce que je cite là? Bon, c'est une combinaison de choses. La logistique, on ne peut pas la maîtriser à 100%, sauf si on s'y prend à temps. Évidemment, il faut qu'on ait un bon plan logistique et tout cela. Le financement ne dépend pas de nous, il dépend du gouvernement, parce que nous ne générons pas des recettes ou de l'argent. Et c'était quel autre plan? Sur le plan technique, sur le plan du personnel, le personnel, aussi là aussi, on a trouvé un personnel dans l'institution. Il faut apprendre à travailler avec ce personnel, il faut les motiver. Évidemment, vous trouverez des gens qui sont bons. On va y aller étape par étape. Oui. On va y aller. Allez, commençons par le nerf de la guerre. Moi, je me suis documenté, largement documenté. Il me revient que au niveau du frais de fonctionnement, ça va.
Bon, le fameux ascenseur dont je parlais ici à Télé 50 a été retapé. Je suis passé par chez vous, j'ai vu que c'est aux normes. Ça veut dire que les frais de fonctionnement, ça va. Mais depuis le mois de septembre, Denis Kadima, vous n'avez pas les frais des opérations. Nous sommes au mois de mars. À qui la faute? En réalité, depuis... enfin, le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui. Nous sommes en mars. Donc, depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu, pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations, rémunération. Enfin, oui, en fait, il y a, disons, le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez de octobre à mars, nous n'avons rien reçu. Et vous savez comment alors? Vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous savez, le peuple vous écoute? Oui, mais le ministre des Finances, Kazadi Nicolas, c'est son prénom, dit que lui, il a provisionné, il a de l'argent pour les élections, il n'y a pas de souci. Vous, depuis le mois de septembre, vous n'avez pas de l'argent pour les opérations. Qui bloque cette fois-ci le processus? Bon, nous sommes les bénéficiaires, les récipiendaires de cet argent. Nous ne faisons que l'attendre. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Et nous savons que nous sommes sur... Pourquoi les difficultés? Nous avons 14 milliards. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités. Et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais... ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Mais est-ce que vous faites pression sur Nicolas Kazadi pour qu'il vous paye, ou plutôt qu'il vous paye, qu'il débloque cet argent parce que les processus en dépendent? Faut-il faire pression? Tout le monde sait que les élections, c'est cette année. Oui. Donc, on a écrit au Premier ministre, mais il n'y a pas lieu de faire pression. Mais, Président Kadima, il y a eu un souci avec le véhicule. Le ministre des Finances disait autrefois, vous n'étiez pas encore habitué avec les procédures de passation de marché. Il est passé par les BCCO pour vous aider. Est-ce qu'il fait la même chose avec les opérations maintenant? Pour garder l'argent chez lui et vous donner moins ou ne pas vous donner du tout? Écoutez, je parie qu'avec la guerre, peut-être les ressources ne suivent pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous constatons que nous venons d'entrer dans le 6e mois et c'est très inquiétant parce que, vous savez, en ce moment... peut-être vous voyez les choses en termes d'enrôlement des électeurs. Nous sommes déjà en train de préparer le scrutin. Déjà? Déjà. Et nous sommes bloqués. C'est ça. Et l'enrôlement lui-même... On a bien compris que la CENI a besoin d'argent. Et l'enrôlement lui-même, il y a une étape très importante. Oui. C'est maintenant le ramassage. Par exemple, dans l'ère opérationnelle 1, nous devons ramasser un certain nombre de choses. Et c'est très important que nous ayons les kits qui nous reviennent parce qu'il y a... il y a toute une étape à accomplir, notamment en termes de la constitution de la base des données et tout cela. Mais pour remonter ces choses-là, le pays est vaste. Il faut aller dans le fin fond de Kasongo-Lunda pour amener juste ici, partout. C'est compliqué. Président Kadima, parlons-en, l'enrôlement, les enrôlements. On vous reproche des choses. On attrape sur la route de Chikapa accident de circulation, des listes, des cartes vierges. On va à Massimanimba, un ministre qui fait enrôler les gens chez lui à la maison. On trouve des cartes. Il y a même un Congolais qui est en prison. Moi, j'ai lu un procès-verbal de votre responsable local là-bas. Au Katanga, le Grand Katanga, Christian Mondo vous reproche énormément de choses. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas la maîtrise de votre matériel mis à la disposition et que les cartes que vous nous donnez ne sont pas fiables. Parce que les gens s'enrôlent même chez eux à la maison. Il y a à boire et à manger. Vous savez, nous avons à peu près 30 000 kits d'enrôlement. 30 000. 30 000 kits. Et nous les maîtrisons tous, nous les contrôlons tous. Nous avons l'inventaire de tous ces kits-là. Et de temps en temps, nous entendons parler des kits
volé. On fait balade. Oui. Oui. Mais on ne nous a jamais de façon palpable. Amener des kits. Non. Prenez le cas de Chikapa dont vous avez parlé là. Il y a des images. Sur ces images, vous voyez des formulaires avec l'insigne, avec le logo de la CENI. C'est tout ce que vous voyez. Personne n'a vu les cartes d'électeurs. Pas de spécimen de cartes. Il n'y en a pas. Pas de kits. Vierge. Pas de kits. Mais on dit que non, il y avait des kits. Il y a des gens, les villageois qui les ont volés. On va à la police de Chikapa. Ils mènent des enquêtes. Il n'y a pas de question de kits. Et nous-mêmes, dans notre inventaire, il ne se pose pas de problème de kits. Qu'est-ce que vous voulez? On vous montre des gens en train de s'enrôler à la maison. Dites-moi, Jean-Marie, si vous vous enrôlez frauduleusement, pourquoi vous allez vous filmer? Entre nous, vous êtes en train de frauder. Et vous allez vous faire enrôler. Regardez, je suis en train de frauder. Est-ce que ça se fait? Ça, c'est, on nous torpille. On veut donner aux gens l'impression que le processus n'est pas contrôlé, qu'il s'agit d'un processus frauduleux. En fait, il y a des gens qui ont décidé de discréditer... Est-ce qu'il y a une dynamique qui consiste à vous déstabiliser? C'est clair. À discréditer le processus? C'est exactement ça. Orchestré par qui? Bon, ça je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais une chose est vraie. Nous avons le personnel temporaire. Le nombre de personnel, nous avons plus de 100 000 membres du personnel. Il y a certainement ceux qui sont très politisés, qui veulent aider leurs leaders en montrant des défaillances qui n'existent pas. Parce qu'il y a un autre aspect dont les gens ne parlent pas ou bien dont ils ne sont pas conscients. Quand vous prenez cette machine-là, vous la mettez chez vous à la maison, vous ne pourrez pas l'opérer. C'est-à-dire? Parce qu'il faut que vous ayez toute une chaîne pour que les données que vous aurez introduites puissent arriver juste à la CENI. Donc la machine doit être connectée à votre réseau? Pas nécessairement. C'est-à-dire, si vous prenez la machine ici, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour mettre son empreinte pour que vous puissiez l'opérer. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et il y a des détails que je ne peux pas donner parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de criminels. Nous ne voulons pas qu'ils commencent à réfléchir sur les solutions. La preuve, quand le youtubeur là a fait faire sa mise en scène là en soudoyant nos agents, au moyen de cette carte-là, nous sommes vite remontés jusqu'aux agents qui ont fait ça et ils ont été arrêtés. Donc vous arrêtez quand même les fossoyeurs, tous ceux qui torpillent votre processus. Ah oui. Vous n'avez pas vu les images? Ils ont été arrêtés. Non, là, je pose des questions pour tout le monde. Ils sont trois. On les a arrêtés et nous avons révoqué beaucoup d'agents. C'est-à-dire, quand il s'agit des agents de la CENI, parce que nous avons autorité sur eux, nous menons des enquêtes et ils sont sanctionnés. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Mondo Simba? Bon, ce que j'ai suivi, il a dit que le Katanga avait très peu de centres d'inscription. Oui, exprès. Oui. Et au Kasaï plus. Bon, mais ce que j'ai expliqué, c'est que le Katanga est la province qui a le plus grand nombre de centres d'inscription à 3 kits. Ça fait toute la différence. Vous voyez, quand on vous dit centre d'inscription, vous pensez qu'il y a seulement un kit. Mais en réalité, au Katanga, nous avons des centres à 3 kits. Donc il faut multiplier par 3. Il faut multiplier par 3. Et ces centres-là sont... en fait, ils ont 27% de tous les centres à 3 kits du pays. C'est-à-dire, ils ont plus que tout le monde. Parce que la première province à avoir les centres à 3 kits, la première, c'est le Katanga avec 27%. La deuxième, c'est le Nord Kivu avec 17%. C'est Kinshasa avec 17% et le Nord Kivu avec à peu près 15%. Donc vous voyez, si vous vous limitez au nombre de kits, votre analyse est complètement fausse et faussée. Mais d'où vient la vérité que vous avez multiplié des bureaux fictifs au Kasaï? Ça vient parce que les gens regardent, ils se limitent à un certain nombre de critères. Le poids démographique, la géographie, donc la superficie. Ils ne comprennent pas qu'il y a, oui, au moins, on peut arriver même à 10 critères pour déterminer comment répartir les centres d'inscription. Donc, si vous multipliez déjà par 3, vous allez comprendre que la question est très mal posée. Est-ce que vous êtes sûr, conscient que le test que vous avez fait à l'étranger, notamment en Europe, enfin pour les Congolais d'étrangers, c'était un risque que les gens qui n'avaient pas qualité puissent enrôler?
Il y a le risque partout, même ici au pays. Il y a des gens qui disent que certaines personnes ne doivent pas s'inscrire et ils ne sont pas congolais. À l'étranger, c'est la même chose, mais il y a la loi. Nous sommes guidés par la loi. Vous avez des retours? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Non, non, en fait, le nombre d'enrôlés est tel que nous pensions. C'est-à-dire, si vous allez en France, ils sont autour de 5 000. Oui. Si vous allez en Belgique, ils sont à moins de 2 000, l'Afrique du Sud de la même façon. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'effectivement, nous sommes rigoureux dans l'identification des gens qui viennent s'inscrire. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens sont mécontents et trouvent qu'ils ont été exclus parce que la loi est assez stricte pour les Congolais de l'étranger. Il faut avoir le passeport en cours de validité ou la carte consulaire en cours de validité, ainsi que le certificat de résidence. Et si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas aller. Donc, ceux qui sont des réfugiés, ceux qui ont la nationalité, ceux qui ont demandé l'asile, ceux-là ne peuvent pas s'enrôler. Est-ce que vous avez veillé à ça scrupuleusement? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pour ça que... En Afrique du Sud, à Paris, en Belgique. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de gens. Parce que beaucoup de Congolais sont soit demandeurs d'asile ou réfugiés, ou alors ils ont la nationalité. Très peu ont la résidence permanente, le permis de travail et le permis d'études. Très peu. Et il y a beaucoup plus de sans-papiers. Toutes ces personnes ne peuvent pas s'enrôler. Ce qui fait que nous avons une minorité qui s'enrôle. Mais évidemment, la loi est telle qu'elle est. Si on arrivait à la réformer dans 5 ans ou moins, ça signifie que les élections de 2028 pourraient... Donc on dit que c'était arbitraire, le pays que vous avez choisi, au lieu d'étendre à tous les autres pays. Bon, évidemment, si vous avez 66 pays et vous optez pour 5, il y aura toujours des mécontents. Vous allez élargir prochainement? C'est ça l'idéal. Bon, ça ne sera pas moi, ça sera celui qui sera aux commandes avec son équipe. Qui sera aux commandes, j'espère que vous allez faire les processus qui vont suivre. Mais Denis Kanima, tout de même, votre carte est en noir et blanc. Ça fait beaucoup de pression et de commentaires. Les autres, vos prédécesseurs, nous ont laissé des cartes en couleur. Pourquoi vous avez donné aux Congolais des cartes en noir et blanc? Eh bien, la carte est en noir et blanc parce que d'abord, nous utilisons une imprimante thermique. C'est plus économique. Et n'oubliez pas que l'enrôlement des électeurs, cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, s'est fait dans le contexte de la mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP. Et nous sommes conscients que notre carte à nous est provisoire et va servir... Elle est temporaire, votre carte? En fait, elle va finir quand? L'idée est qu'elle serve... Juste pour les élections? Pour les élections, mais en attendant que l'ONIP soit prête, elle continue à servir de carte d'identité. Mais l'ONIP va sortir des cartes des vraies cartes? Oui, pas des vraies, les nôtres ne sont pas fausses, mais ils vont sortir les cartes d'identité dans les mois qui viendront. Qui seront fiables, parce que moi quand je vois cette carte, ça frise la photocopie. En fait, il y a beaucoup de mesures de sécurité là-dedans. Elle est très difficile à reproduire. Cette belle photo en noir et blanc là est difficile à reproduire. Mais quand on photocopie cette carte, tout est flou. Non, je ne dis pas que... En fait, tout sort flou. Oui, moi quelqu'un m'a demandé de faire la photocopie, j'ai fait la photo de ma carte, elle est sortie floue. Voilà, la photocopie est sortie noire. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est une mesure de sécurité aussi? Il y a beaucoup de mesures, il y en a qu'on ne peut pas divulguer. Il y a le code QR, il y a même la carte de la dimension, c'est pratique, c'est vraiment pratique. Alors, quand j'ai déclaré à la radio que cette carte servira à terme des cartes d'identité, mais l'ONIP allait produire d'autres cartes qui seront probablement en couleur, le directeur général de l'ONIP m'a appelé pour me dire non, même nous pensons que avec une carte en noir et blanc, c'est plus sécurisé qu'une carte en couleur. Même eux envisagent... Vous ne faites pas des économies par hasard? Si on fait des économies, d'abord, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça signifie que nous sommes responsables. Mais la réalité est que si vous voyez les pays comme l'Espagne, la France, la Belgique, les États-Unis, les cartes sont en noir et blanc. Elles sont en noir et blanc. C'est chez nous, les gens veulent tout ce qui brille. Bon, voilà. Bon, ça vous fait pas rire quand les gens disent on a transformé mon visage, je ressemble à quelqu'un d'autre. Bon, ça vous fait pas rire. C'est qu'on ne connaît pas son visage. Denis Kanima, parlons
de la fiabilité de ces élections. Oui. D'aucuns pressentent que vous allez exclure certains, que la loi électorale ne sera pas acceptée pour d'autres. Quel est le degré de votre indépendance? D'abord, nous adhérons, au niveau de la CENI, nous adhérons au principe d'inclusivité. Nous voulons des élections pas seulement crédibles, démocratiques, mais nous voulons qu'elles soient inclusives. Donc, si quelqu'un n'est pas retenu, il faut vraiment qu'il y ait des raisons solides. Ça sera vraiment une exception. Ah oui? Ça sera une exception. Pour nous, l'intention, c'est que tout le monde participe au jeu démocratique. Il n'y a pas une dynamique quelque part boutiquée pour commencer à exclure tel ou tel candidat? En tout cas, ça ne se fera pas. Parce que ce n'est pas comme ça que moi je vois un processus démocratique, que mon équipe, même dans nos conversations, sinon certaines personnes ne seraient même pas encore enrôlées. On les aurait bloquées au niveau de l'enrôlement. Oui, on a vu Moïse Katumbi s'enrôler par exemple. Bon, je ne sais pas... Si, il s'est enrôlé. Non, je sais qu'il est enrôlé, mais je ne parlais pas de lui, je parle en général. Comment vous êtes devenu ami de Fayoulou? On ne comprend pas. Ami de Fayoulou? Oui. En tout cas... Il a dit Fayoulou, bon, si c'est Kadima, ça va. Moi, ce que je regarde, c'est autre chose. Il s'est passé quelque chose? C'est que certainement, il a remarqué que nous faisons du bon travail. Fayoulou? Ah oui. Même s'il ne le dit pas comme tel en ces mots-là, mais s'il dit, bon, d'accord avec Kadima, c'est qu'il a constaté que le travail... Non, il a dit, pour Kadima, on le garde, mais on peut changer le bureau. Bon, son argument, c'est que les 6 autres confessions religieuses ont été rejointes par les catholiques et les protestants, oui. D'où lui ne peut plus refuser. C'est ce qu'il a dit. Bon, quelles sont vos relations avec les confessions religieuses? Elles sont bonnes. Je suis en contact, nous sommes en contact avec le groupe des 6 mai, les 6 confessions religieuses qui sont maintenant à 9, je pense. Et puis il y a les catholiques et les protestants. On a de bons rapports. Ils font de l'observation. Vous savez que vous étiez la bête noire des catholiques. Comment? Vous étiez la bête noire des catholiques. Bon, je ne sais pas, mais moi je sais que bon, ils avaient peut-être une préférence pour un autre candidat dont ils n'avaient pas cité le nom. Mais maintenant que je suis là, ils ont fait des déclarations pour dire qu'ils m'acceptaient. Mais pourquoi ils demandent maintenant que vous fassiez des procès publics pour tous ceux qui se sont un peu fourvoyés dans le enrôlement et tout ça? Ce sont des observateurs. Les observateurs font toujours des recommandations. C'est à nous de voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais c'est normal qu'ils fassent... En fait, c'est le bon côté de l'enrôlement. C'est pour ça que nous, à la CENI, nous avons tenu à ce qu'ils soient tous en mesure de faire l'observation à long terme. Ça signifie ne pas attendre seulement les scrutins. Comme ça, quand il faut des observations, nous en tenons compte et nous améliorons la façon de gérer. Alors, la ministre française qui était de passage ici, belge, avait demandé à ce qu'il y ait des observateurs. L'Union européenne aussi exprime ça, les Américains expriment ça. Est-ce que vous allez accepter d'accréditer des observateurs pour valider votre processus électoral? Bon, d'abord, les observateurs ne valident pas. Ils font quoi alors? Ils observent et font leurs recommandations, ils tirent leurs conclusions. Mais ils ne valident pas. Mais si la Fondation Carter dit que c'était pas bon, non, si la SADC dit que c'était pas bon, oui, si les Français disent que c'était pas bon, vous allez faire comment? Ben, ils peuvent dire ça, mais un autre dit le contraire. Mais pour répondre directement à votre question, oui, ils sont tous les bienvenus. Ils peuvent venir. Pas faire comme a fait Kagame, comme a fait certains présidents, ils réduisent au maximum les observateurs pour garder le contrôle du processus. Non, d'abord, commençons par les observateurs nationaux, parce que tel que nous sommes organisés maintenant, les observateurs internationaux sont approuvés par le ministère des Affaires étrangères. Et alors, on les envoie chez nous pour l'accréditation. Quant aux nationaux, c'est nous-mêmes qui accordons l'accréditation. Donc, il ne se pose pas de problème. Par rapport aux nationaux, nous les prenons, 100% ils viennent, à condition qu'ils soient dans les règles. Et de même, pour les internationaux, le ministère des Affaires étrangères est disposé à les inviter. Donc, nous sommes vraiment ouverts. Nous voulons d'un processus ouvert et transparent. J'avais des questions qui vont peut-être vous paraître terre à terre, mais quand on regarde le monsieur là, et on regarde ce qui s'est passé avec Malou Malou, qui a publié les résultats dans un char, vous vous rappelez? Peut-être qu'il n'était pas là. On se rappelle
de Ngoï Mulunda, qui avait dit à l'époque, vous allez déchanter dans votre langue maternelle. Vous vous rappelez encore? Et Nanga qui était dans ses bottes, il dit non, 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 moi je vais aller jusqu'à la fin du processus. Il a été même d'ailleurs fiché pour ça, sanctionné par les Américains, etc. Le monsieur qui est ici, en décembre, il sera dans quelle position? En décembre, selon le rythme, selon la vitesse des dépouillements et de comptage, je serai à la CENI et je vais déclarer les résultats. Et ça sera dans la grande salle, dans la plénière, Malmal. Dans la plénière, en tout cas c'est ce qui est prévu pour le moment, sauf si on le fait dans une autre salle, mais ça sera en public. C'est ce qui est important de retenir. Ça sera en public et ça sera durant le jour. Et vous parlez le même langage que la plénière? C'est tous qui sont dans votre bureau, dans votre bureau et puis la plénière de la CENI. Ah mais pourquoi pas? Parce que c'est pas les résultats du président seul. C'est les résultats... C'est ça la plénière? Oui, oui, c'est ça la plénière. C'est les résultats compilés par toutes ces personnes. C'est pas seulement celui qui est au milieu, non. Comment ça fonctionne la CENI? Est-ce que c'est Denis Kadima qui trône, qui est le patron de tout et qui va conditionner les résultats, où il y a tous ces gens qui ont leur mot à dire? Chacune de ces personnes a un mot à dire et chacune de ces personnes participe au vote. Donc ce n'est pas un one-man show, comme je l'ai dit au début, c'est un travail collectif. Et il y a des débats. Là-dedans? Il y a des débats et c'est la majorité qui l'emporte. Et je dois vous dire que je ne suis pas toujours dans cette majorité-là. Il arrive souvent que je sois en minorité. Mais on a vu que Madame Seya vous a écrit, ça frisait un peu les débats. On a dit comment elle a pu oser affronter le tout-puissant Denis Kadima. Ah, je suis déjà tout-puissant? Écoutez, c'est l'image qu'on a de vous, imperturbable. Bon, ça c'est ma nature, mais c'est que... Vous avez réglé avec Seya? En fait, c'est une communication professionnelle où elle s'interroge. Et puis à la fin, nous avons adopté une même ligne de conduite et c'est ce qui fait que nous sommes en train d'enrôler les Congolais. C'est ce qui fait que vous avez votre carte d'électeur. C'est tout à fait normal. Justement, ça vous montre que nous n'avons pas une seule pensée. Nous discutons, nous nous interrogeons, parce qu'il y a des choses que nous faisons qui n'ont jamais été faites avant. Par exemple, la question qu'elle a relevée, c'était la durée. Et c'est normal qu'elle s'inquiète, qu'on parle de 30 jours. C'est normal. Tout le monde s'est inquiété. Est-ce qu'on va le faire en 30 jours? Moi, de par mon expérience, je n'ai vu aucun pays enrôlé pendant plus d'une année. J'ai dit, mais pourquoi pas nous devons aussi essayer de faire de même, malgré nos difficultés en termes de logistique, tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Président Kadima, le président de la République s'est inquiété à Genève. De quoi? Il a dit, il y a la guerre à l'Est. Il s'est inquiété encore hier devant Macron. Il a demandé que la communauté internationale nous accompagne pour stabiliser, etc. Ouais. Vous-même, vous avez supprimé ou suspendu les opérations d'enrôlement dans les Massissi là-bas. Et là, maintenant, tout le monde est au courant que le ministre des Finances, depuis le mois de septembre, il ne vous donne pas l'argent. Est-ce que vous ne préparez pas l'opinion à un petit glissement? C'est depuis le mois d'octobre, hein? C'est pas depuis le mois de septembre. Octobre. Octobre. Bon, septembre a été payé. C'est ça. Voilà. Non, vous savez, quand vous dirigez une institution comme la CENI, vous devez informer le public. Donc, vous êtes transparent. Il faut l'être. S'il y a des difficultés à Massissi, Nirangongo et Rutshuru, nous ne pouvons pas dire le contraire à la population. Parce que nous devons mobiliser cette population-là à s'enrôler. Mais si l'endroit où ils doivent se rendre est dangereux pour leur vie, pour leur sécurité, pour leur intégrité physique, nous n'allons pas leur demander d'aller. Non. Et ça, il faut le dire publiquement. C'est ça la transparence. Nous avons dit publiquement qu'à Kwamouth, nous n'avons pas encore commencé. Depuis tout ce temps. Vous allez rattraper le retard? Le retard sera rattrapé. C'est petit. Kwamouth, ce n'est pas aussi vaste qu'à l'Est. Mais dans tous les cas, il faut faire part à la population de ces questions-là. On ne peut pas jouer au cache-cache. C'est ça.
Allez, je reviens tout petit peu à la loi électorale parce que cette émission est tellement capitale. C'est votre sortie, la grande sortie de Denis Kadima pour, à mi-chemin de... Nous sommes au mois de mars, à mi-chemin de ce processus de décembre. On a dit que les gens qui n'ont pas de niveau ne participent pas aux élections. Les gens qui n'ont pas quoi? Oui, oui. Par exemple, au niveau de députés, il faut qu'ils soient quand même des 6. Ah bon? Au vu des résultats que nous avons, nos élus, les niveaux, hein, certains ne comprennent même pas les textes, etc. Il y a tout un problème de critérium. Est-ce que ça vous concerne ou ça concerne le législateur qui avait adopté cette loi électorale? Oui, ça concerne le législateur. Parce que Vous faites appliquer. Le législateur dit que quand on n'a pas le niveau d'enseignement minimum, mais et qu'on a l'expérience professionnelle, on peut être candidat et élu. Oui, oui. Donc là, nous sommes légalistes. On ne va jamais exclure quelqu'un parce qu'il n'a pas fait... niveau. Non, non, on ne va pas le faire. Et si le peuple choisit finalement cette personne, il ne faut pas exclure quelqu'un sur cette base-là. Donc vous allez nous envoyer encore dans nos assemblées des gens qui ont des difficultés énormes pour comprendre les textes. Si vous les élisez, oui. Président. Donc la balle est dans votre camp. Mais le peuple vous suit là. Oui, oui. Le peuple a envie de changer et vous voulez encore nous renvoyer les gens qu'on a. Les gens qui dorment là. Et l'écartement de ce type de personnes ne se fait pas au moment de la soumission de la candidature. C'est au moment du vote. C'est au peuple de dire que celui-ci ne va pas, ou celle-ci ne va pas résoudre nos problèmes. On ne vote pas pour lui. Quels sont les enjeux aujourd'hui qui vous restent pour fiabiliser ce processus? Pour que nous puissions maintenant dire, voilà, on a pris la vitesse des croisières. Non, mais d'abord... En dehors de l'argent. Non, non, d'abord le fait... Je sais que maintenant que le ministre Kazadi est au courant, que tout le monde sait maintenant que depuis le mois d'octobre, il ne donne pas l'argent, il va le donner. S'il vous donne cet argent, qu'est-ce qui vous reste comme enjeu majeur? Non, mais vous n'avez qu'à suivre le calendrier. Ce qu'il y a, nous devons finir l'enrôlement des électeurs. Pour le moment, dans la partie ouest du pays, dans les 10 provinces où nous avons commencé, c'est quasiment fini. Nous avons même fini la partie contentieux électorale. Il n'y en a pas eu. J'ai pas eu vent de ça. Mais au centre et au sud du pays, ça continue. Et d'ailleurs, nous allons nous réunir la semaine prochaine parce qu'ils doivent terminer le 10 mars. Donc nous devons évaluer la situation et faire le point et prendre une décision. Et à l'Est, à part les trois territoires dont j'ai parlé au nord Kivu, mais je vous dis que même dans l'Ituri, ça avance très bien. On enrôle là-bas? Ah oui. Ah oui. Malgré Codeco, tout ça? Mais en fait, ces compatriotes de Codeco et l'autre groupe permettent que l'enrôlement ait lieu. Ah, félicitations. Oui, oui, ils permettent cela. Qui rejettent les armes aussi en même temps. C'est ce que nous souhaitons, à terme que ça se fasse. Donc, le processus, selon le calendrier, est en train d'avancer. Il n'y aura pas d'obstacle majeur parce que dès que nous aurons les ressources, nous allons continuer avec le calendrier tel que vous le voyez là. Parce que quand nous aurons fini avec l'enrôlement, il sera question d'envoyer les chiffres ou le projet de loi à l'Assemblée nationale pour que la loi sur la répartition des sièges soit votée. Donc, et aussitôt après cela, nous allons commencer à prendre les candidatures pour les différents scrutins. Selon le type de scrutin, au mois de septembre, on le fera pour la présidentielle. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes vraiment bien partis par rapport à notre calendrier. Contrairement à ce que... Parce qu'il y en a qui sont encore persuadés qu'il n'y aura pas élection, mais moi je peux vous dire que regardez dans votre entourage. Est-ce qu'il y a une seule personne qui n'a pas sa carte d'électeur? Vous n'en verrez pas. Mais on a l'impression que vous avez fait un fait de fétiche là pour que les gens oublient les frustrations, les tintamarres. Justement, c'est parce que nous avons... C'est une fête. Nous avons une majorité silencieuse qui apprécie le travail de la CENI. C'est-à-dire des gens qui ont attendu, bien sûr, sous le soleil, sous la pluie, mais qui finalement ont leur carte. Ils apprécient. Ils ne font pas de bruit. Vous entendrez le bruit venir des activistes
En fait, c'est des gens qui font de l'activisme politique contre la CENI. Ceux-là vont vous dire ça ne marche pas, voilà, il y a des kits à la maison. Ils vont vous dire tout ça. Mais en réalité... Vous vous en foutez de ça, vous? Dire m'en foutre, ça serait pas poli de ma part. Oui. Mais je relativise cela. Donc vous êtes droit dans vos bottes. Vous l'avez dit. Est-ce que vous allez publier les résultats bureau par bureau? Absolument. Absolument. Bureau par bureau? Oui. Bureau par bureau. C'est ça, c'est qu'on vous demande. Hein? C'est ce que la loi demande. Tout ce qui est dit par la loi, nous le faisons. Oui. Même si vos préférences ne seront pas élues. Même si j'avais une préférence, oui. je n'ai qu'une voix, autant que vous. Mais vous êtes le patron? Je suis le patron, mais j'ai beaucoup de dignité pour manipuler les chiffres. Donc Denis Kadima ne pourra jamais manipuler les chiffres pour donner une majorité à ses préférences. Je ne ferai pas ça. Quelles sont les réelles difficultés que vous avez aujourd'hui? En dehors de l'argent, en dehors de la sécurité, dans les zones en guerre, qu'est-ce que les vraies difficultés que vous avez? On a parlé de vos agents qui ne sont pas très bien formés aussi. Est-ce que vous avez relevé ces difficultés-là? Écoutez, les difficultés sont... regardez les conditions dans lesquelles on peut enrôler quelqu'un. Mais c'est de bonnes conditions, où est le problème là? Parce que le mur est abîmé. Où est le problème là? Je suis en train de lui demander d'utiliser le pré-rap. Je l'encourage à utiliser le pré-rap. Vous connaissez le pré-rap? Qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vous permet de vous pré-enregistrer à partir de votre maison. Et je lui explique que s'il utilise le pré-rap, il peut enregistrer 200 personnes par jour au lieu de 60 ou 70. Donc vous descendez aussi sur le terrain? Absolument. J'ai été presque partout au pays. Vous n'avez pas peur? C'est la tâche, c'est mon travail. Je dois motiver toutes ces personnes, je dois encourager la population à participer. J'ai été même à Johannesburg pour faire comprendre à nos compatriotes là-bas pourquoi la plupart d'entre eux ne peuvent pas s'enrôler. Il faut être en communication et en communion avec l'électorat. Et par rapport à vos prédécesseurs, maintenant que le processus est engagé, vous sentez comment votre symbiose avec la population? En tout cas, là où je vais, là où les gens ont des problèmes, je parle avec eux. Je n'ai pas très bien suivi ce que mes prédécesseurs ont fait parce que je ne vivais pas ici en permanence. Beaucoup étaient rejetés. Comment? Beaucoup étaient rejetés. Il y a eu des polémiques. On les associait beaucoup au pouvoir. Malou Malou, Ngoï Mulunda. J'espère que moi je ne suis pas associé au pouvoir. Ah, c'est qu'on dit un peu de vous. Hein. Mais en tout cas... Par d'où vous venez? Mais une chose est vraie, nous sommes au service de la population. Oui. Et je ne pouvais pas rester ici à Kinshasa et ne faire que donner des instructions. Je suis allé à Buta, au Tuélé. J'ai été à Tanganyika, Lualaba, au Katanga, Kasaï oriental, occidental. On a été à Kikwit, donc Kwilu, Kwango, voilà. Sud du Bangui, Équateur. Donc on est à l'écoute. Et moi je pense que, d'ailleurs, dans mon dernier voyage, c'était à Sud du Bangui et Équateur. Il n'y avait plus de gens dans les files. Donc les gens se sont enrôlés. Et Jean-Marie, j'aimerais peut-être que cela soit aussi un peu souligné. Parce que parfois on oublie que l'exercice qui s'appelle enrôlement des électeurs consiste à enregistrer et donner des cartes d'électeurs aux Congolais qui réunissent les conditions. Et nous avons des millions qui ont... C'est-à-dire, nous avons dépassé les 25 millions. C'est la question que j'allais poser. Allez-y. Les dernières statistiques que vous avez, depuis que vous avez lancé cet enrôlement, vous donnent satisfaction ou vous êtes inquiet? Nous sommes très satisfaits. Je vous donne le cas là où nous avons commencé, là où, dans la zone opérationnelle 1, qui regroupe 10 provinces de l'Est du pays et de l'Ouest du pays. Le chiffre attendu, c'est-à-dire les projections selon la croissance de la population et tout, le chiffre attendu c'était 18 600 000 électeurs. Nous sommes presque à 19 millions.
Il n'y a plus d'engouement, c'est-à-dire. Oui, et maintenant, il n'y a plus de gens. Il n'y a plus de gens. Il y avait des plaintes. Les gens disaient, mais nous avons les centres ouverts, mais il n'y a personne pour venir. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il y a eu monnayage, il y a eu ceci, les gens ne se sont pas enrôlés. Les gens ont eu le temps de s'enrôler. Ceux qui étaient pressés se sont adonnés à ces pratiques-là. Mais ceux qui ont attendu, aujourd'hui, peuvent y aller tranquillement. Mais évidemment, maintenant, nous avons fini. Mais au moins, le travail a été fait. Mais il y a la problématique de ces élus ou futurs élus qui transportent les gens d'ailleurs, qu'ils amènent là où ils n'ont pas de domicile. On paye les gens pour avoir des cartes d'électeurs en vue d'avoir demain de voir. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ça? Écoutez, le nomadisme électoral, c'est une pratique qui est motivée par une compréhension limitée du processus électoral. C'est-à-dire? D'abord, il faut souligner que sur le plan légal, parce que nous devons toujours nous appuyer sur la loi, la loi au Congo n'impose pas la résidence pour s'enrôler. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je quitte Kinshasa, je vais m'établir à Lubumbashi, on ne va pas m'interdire de m'enrôler. Je peux m'enrôler là-bas? Je peux m'enrôler là-bas pourvu que je donne l'adresse de là. C'est-à-dire, je peux aller dans Kamalondo par exemple, je donne une adresse de Kamalondo, on ne va pas me demander un soubassement pour montrer qu'effectivement, je vis à Kamalondo. On va m'inscrire avec l'adresse que j'ai communiquée verbalement. Donc ça signifie... Mais ça ne fausse pas les chiffres, ça? Ça peut fausser les chiffres. Ça va fausser les chiffres. Oui. Mais ça va... Allons étape par étape. Donc, d'abord, il faut souligner cela, parce que si nous ne soulignons pas le caractère... le fait que la loi n'interdise pas cela, les gens risquent de penser que nous permettons quelque chose d'illégal de se faire. Et de dangereux. Oui. Ça se fait... On peut aller partout où on veut, on s'enrôle, pourvu qu'on ne s'enrôle que là. On ne peut pas aller s'enrôler ailleurs. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, une fois que vous prenez une population d'un coin A vers un coin B, ça signifie d'autre part, ça signifie d'une part, vous avez torpillé pratiquement la représentation du point A. Parce qu'ils auront perdu. Vous avez dégarni A pour B. Renfloué B. Mais ça signifie que vous devez être très organisé. Donc, à 10 mois des élections, vous devez mobiliser ces gens-là pendant les récupérer le jour du vote qu'ils aillent là-bas. C'est pas évident. Évidemment, l'avantage pourrait être sur le plan du nombre de sièges. Ça peut augmenter le nombre de sièges. C'est pour ça que je dis que ça va affecter la représentation. Vous serez surreprésenté et le point A sera sous-représenté. Mais sur le plan de la participation, le jour du vote, vous n'aurez pas ces gens-là. Donc vous pouvez avoir un plus grand nombre de gens, mais vous n'avez pas ces mêmes électeurs pour vous. Donc moi je me dis que c'est un peu une aberration. Les gens qui s'adonnent à ça, ils font un mauvais calcul. Un très mauvais calcul, à moins qu'ils soient extrêmement organisés. Et moi je vous dis que est-ce qu'ils gardent les cartes de ces gens-là? Est-ce qu'ils font tout ça? Il faut se poser des questions. Parfois les gens font les choses parce qu'ils ont cette mentalité de fraude. Oui. C'est cette mentalité-là, de frauder, de prendre des raccourcis. Et ils pensent qu'ils font bien, mais en fait, à la fin, ils ne pourront même pas eux-mêmes en bénéficier. Et Denis Kadima, ce n'est pas l'homme de fraude? Non, pas du tout. Est-ce que finalement, on n'a pas pris Denis Kadima parce qu'il est suffisamment sophistiqué, suffisamment intelligent, et il connaît cette machine électorale pour fabriquer un scrutin sur mesure? Sur mesure? Les mesures de qui? De celui qui a envie d'avoir la majorité. Est-ce que c'est possible? L'homme est intelligent, Kadima. Il pilote la machine, il connaît les tenants et les aboutissants. Et finalement, il dit, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Même sur le plan technique, c'est pas faisable. Sauf si vous faites du forcing au vu et au su de tout le monde. Vous déclarez les résultats qui n'existent pas. Et même si vous faites ça, je ne sais pas si vos amis de la plénière et du bureau vont vous suivre. Non. Non. Parce que ce n'est pas le discours que nous tenons là-bas. Ce n'est pas le discours que j'encourage là-bas. Nous encourageons le discours d'un processus électoral caractérisé par l'intégrité de ce processus. Mathématiquement, comment vous allez compiler tout et publier en temps réel? Non, on ne peut pas publier nécessairement en temps réel, sinon ça serait une publication incomplète. Parce que nous utiliserons le vote semi-électronique.
Ça signifie que même si les machines peuvent nous donner les résultats en temps réel, ces résultats doivent être validés par les dépouillements manuels. Et du coup, nous devons attendre. C'est ça. Vous avez la logistique pour ça? On la met en place. Qui vous suit dans la communauté internationale? Monsieur, vous avez la MONUSCO? Est-ce que vous avez l'Union africaine? Est-ce que vous avez l'Union européenne, la communauté internationale? Qui vous suit? Bon, d'abord, nous sommes ouverts vraiment à tout le monde. La MONUSCO, par exemple, nous avons travaillé avec elle en ce qui concerne le déploiement du matériel dans les 3 provinces de l'Est que nous sommes convenus pour le Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Ils nous ont vraiment aidé à déployer le matériel, étant donné l'insécurité et tout cela. Donc, nous avons travaillé avec la MONUSCO sur ça. Il y a IFES, qui est une institution, une ONG américaine, qui a quelques activités avec nous. Nous avons signé un mémorandum avec le PNUD pour travailler avec eux. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est pas nécessairement parce que nous avons des lacunes. Non, c'est parce que nous voulons être ouverts. Nous ne pensons pas qu'il y a quelque chose à cacher. C'est pour ça que nous nous ouvrons à tout ce monde. Puisqu'en réalité, on a l'impression que c'est financé par les Congolais. Il l'est. Piloté par les Congolais. Il l'est. Mais vous savez, on ne peut pas travailler à vase clos. Il faut toujours écouter les autres. Parce que quand IFS ou le PNUD amène des gens, c'est toujours cette perspective comparative qu'on nous apporte, on discute. C'est quand nous développons notre plan stratégique. C'est des amis qui sont venus d'autres pays, qui sont venus avec des idées. On a vu comment ça pouvait aller avec le nôtre. Donc, un processus comme celui-là, vous devez vous ouvrir, sinon vous donnez l'impression que vous cachez quelque chose. Est-ce que Denis Kani est un homme de communication avec la société civile? Vous avez des canaux d'échange. Est-ce que vous parlez, vous expliquez ce que vous faites comme travail? Bon, nous avons le cadre de concertation. Je vous ai vu une fois dans l'un de ces cadres de concertation. Oui. D'ailleurs, vous aviez même été le cobaye de la carte. D'ailleurs, à l'époque, vous ne vous êtes pas plaint de la photo noir et blanc. Vous étiez tout content. Alors, nous avons ce canal-là, qui est un canal formel, où nous nous rencontrons avec la société civile. Ils posent des questions, ils font des propositions. Nous faisons la même chose avec les partis politiques. Et puis même au niveau de la société civile, nous allons même dans des groupes spécialisés comme les femmes, les personnes vivant avec handicap, les sourds-muets et tout ça. Oui. C'est comme ça. Ce qui explique que vous n'êtes pas un homme très diabolisé. Oui, en fait, on s'ouvre. Évidemment, on n'a pas toujours le temps de voir tout le monde. Mais dans la majorité des cas, nous sommes disponibles. Si moi-même je ne suis pas disponible, il y a toute une équipe, il y a d'autres membres qui vont à des réunions et la perspective de la CENI est présentée. Quel est votre pressentiment? Voilà, Monsieur le Président. Vous sentez ce renouvellement de la classe politique avec votre processus là? Ou bien on va encore retomber sur les caïmans qui ont gangréné en quelque sorte, les gens les gangrénés, qui ont été dans cet environnement politico depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Le renouvellement d'une classe politique est la décision de l'électorat. Si l'électorat tient à ceux qui sont encore là, ils vont voter. Là vous ne rassurez pas la jeunesse, là. Hein? Mais nous, je ne choisis pas. Moi j'organise. Moi, j'organise et eux, ils font le choix. C'est ça. Je reste calme parce que les jeunes auraient voulu qu'un président tout neuf, venait de l'étranger, avec cette technicité, nous nettoie un peu l'environnement politique. Non, et nos institutions. Je vais vous dire, je suis pro-jeune. À la CENI, par exemple, quand nous recrutons, et qu'il y a 2 candidats à égalité, nous prenons le plus jeune, nous prenons la femme. Ah oui? Ah oui, c'est comme ça. Mais la loi électorale, quand il y a 2 candidats en lice, par exemple pour les élections indirectes, et qu'ils ont le même nombre de sièges, on prend le plus âgé. Oui.